Bonjour tout le monde et bienvenue. Je me présente, Nicolas Chabanol, je suis R&D Manager chez Bonitasoft. J'ai rejoint l'aventure Bonitasoft il y a 9 ans déjà. Et je vais vous présenter un webinar qui parle d'amélioration continue intelligente et comment l'utiliser dans le cadre d'un projet BPM. Tout simplement parce que c'est un projet d'innovation qu'on a en cours chez Bonitasoft, proposer un nouveau module d'intelligence artificielle et qui va appliquer des techniques sur le BPM. Et voilà, l'idée c'est de vous faire une présentation sur ce sujet. Tout d'abord, si vous cherchez sur Internet l'intelligence artificielle, vous trouvez énormément d'articles, beaucoup de ressources différentes. Et conjointement aux mots-clés intelligence artificielle, vous allez pouvoir trouver d'autres mots-clés du style analysis, data mining, clustering, big data, machine learning, data science, distributed algorithms, beaucoup de mots-clés différents, beaucoup de techniques différentes pour des concepts qui peuvent paraître parfois très compliqués, pour des usages très divers et très compliqués aussi. Et l'idée du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que on peut utiliser ces concepts-là dans des cas d'usage vraiment simples, vraiment compréhensibles et très utiles. Pour essayer de démystifier un petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle, je vous propose de faire un jeu relativement simple, le jeu du juste prix. Donc, prenons le cas d'usage où, pour Noël, Jean aimerait acheter une météorite lunaire de 4 grammes. L'objectif du jeu, c'est pour chacun d'entre vous d'essayer de deviner le prix de cette météorite. Donc je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit expert dans le domaine de la météorite et sache me prédire le tarif d'une météorite lunaire de 4 grammes. Et pourtant, c'est quelque chose que chacun d'entre nous sera capable de faire d'ici quelques minutes. Donc jouons ensemble si vous le voulez bien. Si je vous disais que pour répondre à cette prédiction, donc quel est le prix de cette météorite lunaire, il s'agit simplement d'une équation mathématique relativement simple qui prend en compte plusieurs variables. Ici, les variables sont quand, au mois de décembre, qui, Jean, quoi, une météorite lunaire, et combien, ici c'est un poids, donc c'est 4 grammes. Donc avec ces informations-là, je m'attends à ce que certains d'entre vous puissent commencer à élaborer un raisonnement mathématique pour me dire quel sera le prix de cette météorite lunaire que Jean payera au mois de décembre. Même si je vous laissais suffisamment de temps de réflexion, je pense que vous vous rendrez compte qu'il vous manque de l'information nécessaire pour résoudre cette équation. Donc maintenant, si je vous donne ce rapport des ventes des météorites sur l'année, et que je vous laisse suffisamment de temps, je pense que chacun d'entre vous serait capable de me faire une prédiction du tarif de la météorite lunaire. Donc si vous le voulez bien, je vais vous laisser le temps de réflexion et proposer des tarifs sur le chat. Donc j'ai déjà une réponse de quelqu'un qui me propose 3000 euros. Est-ce que j'ai d'autres réponses? Est-ce que j'ai d'autres réponses possibles? Quelqu'un d'autre me propose 600. J'ai encore quelqu'un qui me propose 500. Donc on voit déjà que les réponses sont variées. J'ai quelqu'un qui me propose 340. Du coup, beaucoup de réponses sont possibles. Moi, je vais vous en proposer une, celle qui me correspond. Si on prend le premier élément du tableau, on se rend compte que la météorite de 1 gramme fait 75 euros. Du coup, comme on cherche une météorite qui va faire 4 grammes, on pourrait imaginer que 4 fois plus cher, donc 4 fois 75, on aurait 300 euros pour le prix de la météorite. Par contre, si on regarde un peu plus bas dans le tableau, on voit qu'une météorite de 2 grammes, elle fait 170 euros. Ce qui nous ferait, si on multipliait par 2, 340. On peut du coup spéculer sur le prix de cette météorite et se dire que quelque part entre 300 et 340 euros est un prix raisonnable en fonction des données que nous possédons. Donc ici, dans notre cas d'utilisation, on peut dire que 320 euros est une prédiction raisonnable compte tenu de données. Évidemment, nous ne possédons pas toutes les informations. Peut-être que Jean est un très bon négociateur et il pourra
obtenir un tarif préférentiel, ou au contraire, Jean est un très mauvais négociateur et le vendeur lui vendra beaucoup plus cher, peut-être parce que c'est Noël et que les prix vont flamber. Ceci étant dit, avec les informations que nous possédons, un prix quelque part entre 300 et 340 € est tout à fait raisonnable pour une prédiction. Donc ici, je vous propose 320. Ce que nous venons de faire, tous ensemble, c'est de réaliser un projet de data science. C'est un projet qui va exploiter les données que nous possédons, basées sur les statistiques, donc les informations mathématiques qui sont à notre disposition, construire une sorte de modèle mental. Donc ici, on a fait une projection entre le poids de la météorite et la nature de la météorite. On a fait quelques multiplications et on en a déduit une nouvelle valeur qui est le poids du météorite, le prix du météorite, pardon, pour un poids plus important que ceux qu'on connaissait déjà. Ce projet data science, c'est exactement le projet d'intelligence artificielle ou de process mining, data mining, ou tous les mots-clés que je vous donnais tout à l'heure. Le terme le plus générique que nous avons trouvé, c'est data science. Et réaliser un projet de cette nature-là, c'est pas plus compliqué que de prédire le prix du météorite comme nous venons de le faire. Alors évidemment, ici je l'ai fait sous forme de jeu pour que tout le monde puisse comprendre, notamment comprendre cette démarche de modèle mental que chacun s'est constitué naturellement à partir des données mises à notre disposition. Mais quand on réalise un vrai projet de data science, basé sur l'informatique, avec des techniques plus élaborées, la démarche reste la même, mais avec des outils beaucoup plus maîtrisés. Ce que je vous propose maintenant dans le webinaire, c'est d'essayer de construire un vrai projet, de la même façon que nous le faisons chez Bonitasoft pour le nouveau module sur lequel on est en train de travailler, et de se prendre un cas d'usage très proche de notre métier, donc le BPM. C'est là où l'intelligence artificielle et le BPM vont se rencontrer. Je vous propose donc de partir d'un objectif qui est de trouver une réponse à une question. Donc tout à l'heure, c'était le prix d'une météorite. Dans le cadre du BPM, il n'y a pas de météorite, désolé. Par contre, nous avons des cas, des processus qui s'exécutent. Et ce que je vous propose, c'est de trouver la réponse à la question suivante. Quand va se terminer mon cas? Quand mon processus va-t-il se terminer? Maintenant que nous avons notre objectif, notre question à laquelle nous voulons trouver la réponse, il nous faut suivre un certain nombre d'étapes pour réaliser ce projet de data science. Je vous propose de découper en 4 méta-étapes, 4 grosses étapes de très haut niveau, qui bien sûr peuvent être subdivisées dans des sous-étapes beaucoup plus précises. Mais les méta-étapes sont suffisantes aujourd'hui pour comprendre et appréhender un projet de data science et de démystifier la complexité d'un tel projet. Donc une fois qu'on a notre question, quand est-ce que notre processus va s'arrêter, quand est-ce qu'il va se terminer, maintenant il nous faut trouver des données à exploiter. Comme nous l'avons fait tout à l'heure avec le rapport des ventes sur la météorite, ici ce qu'il nous faut c'est des informations sur notre processus pour pouvoir en déduire un modèle mental et à partir de ce modèle mental faire une projection, une prédiction sur la durée d'exécution de notre cas. Une fois que nous avons les informations, on peut passer à l'étape numéro 2, donc préparer les données. Il y a de fortes chances que les données qui sont à notre disposition ne soient pas dans un format exploitable directement. Donc il faudra peut-être transformer ces données pour les mettre dans un format exploitable pour construire ce modèle mental. Ensuite, construire le modèle. Ici, ce qu'on va faire, c'est passer d'un modèle mental, donc qu'un humain fait naturellement dans sa tête, à un modèle mathématique, puis un modèle informatique, puisque ce qu'on cherche à obtenir, c'est que l'informatique, l'ordinateur, trouve la réponse à notre question. De façon à ce que l'humain n'ait pas besoin de faire les calculs lui-même, n'ait pas besoin de se poser la question, que l'information lui arrive de par le programme, le logiciel. Et enfin, une fois que ce modèle est à disposition par l'ordinateur, éventuellement faire quelques réglages pour améliorer son efficacité. Donc ce sont les 4 grosses étapes d'un projet de data science, quel que soit le projet de data science à réaliser, quelle que soit la question pour laquelle on cherche une réponse. Voilà, donc si jamais vous vouliez vous lancer dans un projet data science, ce seraient ces étapes-là que vous mèneriez vous-même dans votre projet. Dans notre cas d'usage, encore une fois, quand est-ce que notre processus va se terminer, nous avons besoin d'informations, de données. Les données à notre disposition, dans le monde du PPM, sont toutes les informations recueillies par le moteur d'exécution lors de l'exécution d'un processus. Prenons l'exemple de ce processus, qui est un processus
de commande en ligne. Ici, le petit point rouge qui se déplace montre les différentes étapes suivies par notre processus. Et en dessous, sous le tableau, les informations recueillies par le moteur d'exécution. Évidemment, ici, les informations sont un peu schématiques, un peu haut niveau, mais c'est pour bien comprendre comment ça fonctionne. Nous avons les informations de quand un processus exécute, quelle étape est exécutée, par qui, et quel chemin est suivi par notre processus. Ici, dans cette première exécution, on voit que l'utilisateur a sélectionné un article qui nécessitait une préparation manuelle. Suite à la préparation, puisqu'elle est manuelle, une personne humaine doit valider que la préparation a été faite comme il faut. Et une fois que la validation est faite, l'article peut être expédié au client. Ce qu'on remarque aussi, c'est que sur une telle exécution, le processus a duré à peu près 2h13 minutes. Si nous prenons le même processus, mais cette fois-ci, l'utilisateur, au moment de sélectionner l'article, prend un article digital dont la préparation est automatique. Puisque la préparation est faite par la machine, pas besoin d'un humain pour vérifier que la préparation a été faite correctement. Et donc l'article a pu être expédié dans un délai beaucoup plus court. Ici, on voit que la durée d'exécution de notre cas a duré environ 21 minutes. Ce qu'on en déduit, c'est qu'en fonction du chemin emprunté par notre processus, la durée de l'exécution diffère. 2 exécutions différentes, 2 chemins différents, 2 temps d'exécution différents. La bonne nouvelle, c'est que toutes les informations que je vous présente aujourd'hui sont des informations qui sont déjà à disposition du moteur d'exécution de processus chez Bonita. Et toutes ces informations-là sont dans la base de données. Il ne nous reste plus qu'à les utiliser pour notre projet Data Science et enfin avoir un module de prédiction qui nous permettrait d'identifier quand est-ce que notre cas va se terminer, avant même que celui-ci arrive jusqu'au bout. Si on regarde sur Internet, une fois qu'on a les données, l'étape d'après, c'est construire le modèle. Et si on regarde sur Internet, quels sont les modèles à notre disposition, d'après les recherches mathématiques dans le domaine de l'intelligence artificielle, on découvre 2 grandes familles, les régressions et les classifications. La classification, je vais commencer par celle-ci, permet de répondre à des questions du style « Quel est l'animal représenté sur cette photo? Est-ce un chien ou un chat ?» En essence, une classification sert à essayer de ranger une observation dans une catégorie définie au préalable. Ici, les catégories sont chien et chat, 2 catégories différentes. Et on prend une observation, donc une nouvelle image, et le système va essayer de définir si c'est une image qui correspond à un chien ou une image qui correspond à un chat. On parle de classification. L'autre grande famille de modèles à notre disposition sont les régressions. Les régressions servent à trouver une relation entre une variable numérique et une autre variable. Un peu comme tout à l'heure quand on a essayé de trouver le prix de la météorite. On avait une relation entre son poids et son prix. On parle là donc d'une régression. On cherche à trouver une réponse numérique. Dans ces 2 grandes familles, on retrouve des déclinaisons beaucoup plus précises. Dans la famille des régressions, nous avons la régression linéaire, les régressions linéaires multiples, ou les régressions polynomiales, par exemple. Dans la classification, nous avons l'arbre de décision. C'est plutôt pour trouver des réponses du style oui ou non, ou alors des réseaux de neurones, qui sont des algorithmes beaucoup plus poussés et difficiles à expliquer, basés sur des concepts mathématiques avancés. Essayons de prendre des exemples plus visuels pour mieux comprendre ce qu'est une régression et une classification. Mais avant, juste pour vous dire que ce que nous cherchons à faire, c'est obtenir une durée d'exécution d'un case. Donc quelque part, ça ressemble un peu plus à une régression qu'à une classification. Si je prends l'exemple de la classification, je prends une première image, je la présente à mon système d'information. Il va devoir me répondre ceci est un chien ou ceci est un chat. Donc si je prends la première image en haut à gauche, le petit chiot, le système va me répondre un chien, je présume. Si je lui présente la deuxième image, il va me présenter un petit chaton, il va me répondre un chat. Si je lui présente la troisième image, le système va devoir me répondre chien ou chat. Dans une classification, uniquement les classes préétablies, donc chien ou chat, sont des réponses possibles par le système. Donc là, je ne sais pas ce que le système répondrait, potentiellement plutôt un chat qu'un chien, de la part de la forme des oreilles. Voilà. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que du coup, le système n'a pas le choix. Il va devoir répondre chien ou chat, au risque de se tromper, mais il nous donnera une réponse. Il n'y a pas de système fiable à 100% lorsqu'on fait des prédictions. Si on prend l'exemple des régressions, quelque chose de graphique et de visuel, ça ressemble à ça. Ça pourrait être le prix de la météorite en fonction de son poids.
Donc il s'agit d'une régression linéaire, puisqu'on a une droite qui représente le prix en fonction du poids de la météorite. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le modèle mathématique est cette droite bleue qu'on retrouve au milieu de l'écran. Il n'empêche que dans la vraie vie, il y a des variations dans le prix en fonction du contexte environnant. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que Jean est un très bon négociateur et que malgré le prix du poids de la météorite en fonction de son poids, il a pu négocier un discount parce que c'est Noël ou parce que voilà, le vendeur l'aimait bien. Et donc du coup, la prédiction sera tout à fait juste parce que le calcul mathématique, lui, est totalement précis, là où la vraie vie, des facteurs environnants fait que la valeur peut changer. Il se trouve que ce que nous on cherche à faire, c'est prédire la durée d'exécution de notre processus. Et beaucoup de chercheurs ont essayé de résoudre ce même cas d'usage. Ils se sont rendus compte que les techniques classiques de data mining, donc les régressions de classification, ne fonctionnent pas sur les données de processus. C'est pas de chance, mais ça s'explique assez facilement. C'est qu'un processus met en jeu beaucoup de facteurs, et notamment des facteurs humains. Les personnes humaines interagissent au travers d'un processus. On a aussi des systèmes d'information qui sont soumis à des pannes potentiellement, qui ne sont pas forcément toujours prédictibles. Et du coup, ce que décrit un processus, c'est un comportement d'un système bien plus complexe que ce que l'on peut exprimer avec une régression linéaire ou une classification simple chien ou chat. Donc ici, la citation de Willem der Halst, un éminent chercheur dans le domaine de la data science adaptée au BPM, est basée sur ce constat que ces deux techniques ne sont pas adaptées et ne sont pas suffisantes pour répondre à des questions de prédiction sur l'exécution des processus. Ils en sont venus à chercher une approche que je classifierais de mixte, qui regroupe un peu de classification et un peu de régression, et qui permettent justement de prédire certaines caractéristiques d'exécution des processus. Donc ce sont des techniques qui sont spécialisées pour l'exécution des processus. Et le type de questions à lesquelles ils sont attachés de répondre sont quelle est la durée de mon cas, quel chemin va suivre mon cas, et qui sera impliqué dans mon cas. Et cette technique, qui cherche à répondre à toutes ces questions-là, s'appelle le process mining. Si vous cherchez sur Internet le mot-clé process mining, donc un nouveau mot-clé parmi tous les mots-clés que je vous ai déjà cités au tout début de la présentation, il s'agit d'une technique d'analyse de log d'événements d'exécution de processus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous prenez les informations d'exécution de vos processus et vous appliquez certains algorithmes spécialisés pour trouver des tendances et des patterns qui se dégagent de ces informations, avec pour objectif de mieux comprendre le comportement de votre processus et éventuellement d'en découvrir des propriétés, comme sa durée d'exécution par exemple, ou alors qui va être impliqué dans le processus, ou alors quelle tâche va être exécutée, quelle sera la prochaine tâche. Dans le process mining, il y a 3 grands cas d'usage décrits par la littérature. Le premier cas d'usage, qui est souvent le plus connu, c'est ce qu'on appelle la découverte de processus. Donc une technique de process mining adaptée à un univers où le processus n'est pas connu, cherche à identifier dans les logs d'exécution de vos systèmes d'information quels sont les processus qui sont en cours d'exécution dans votre système alors que vous ne les avez pas modélisés. Donc c'est l'usage premier en fait, du process mining, et quand on parle de process mining, c'est ce à quoi beaucoup de gens font référence. Mais il y a aussi 2 autres aspects dans le process mining. L'autre aspect, c'est la validation de conformité. Donc vous avez un processus qui est clairement documenté, vous observez les logs d'exécution de votre système d'information, et vous vérifiez que les logs reflètent la même chose que ce que vous avez modélisé dans votre processus, et vous vérifiez que du coup votre processus est conforme. Donc là, c'est quand vous utilisez vous avez documenté, par exemple en version papier, un processus dans une entreprise. Vous avez formé les personnes de votre entreprise à suivre ce processus-là, mais que le système ne garantit pas le respect de ce processus-là, et des dérives peuvent arriver. Parce que nous sommes tous humains, et que de temps en temps, plutôt que respecter le process, on va faire une entorse au process pour gagner du temps, ou par facilité, ou par fainéantise, ou par ignorance de la subtilité d'un cas dans un processus. Et donc le process mining permet de mettre en corrélation donc les logs du système d'information, votre modèle de processus, et de vérifier que les deux sont conformes.
Et le troisième cas d'usage, qui est beaucoup plus méconnu, qui s'appelle en anglais extension, l'amélioration du modèle, donc qui est plutôt sur cet aspect-là que nous allons utiliser le process mining aujourd'hui. Donc c'est partir d'un processus qui est existant, qui est documenté, qui est modélisé, et l'améliorer en lui ajoutant des méta-informations pour permettre ensuite de faire des prédictions. Donc c'est sur ce troisième point que nous utilisons le process mining aujourd'hui. Ici, une représentation de l'utilisation du process mining sur le processus que je vous ai montré tout à l'heure d'achat en ligne. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que nous avons recueilli les données, donc le tableau que je vous ai montré tout à l'heure avec qui a fait quoi quand, il faut transformer ces informations, ces logs, en un système qu'on appelle état transition. Donc ici, sur la droite, tous les ovales correspondent à des états, un état courant de notre processus. Donc, quelles sont les étapes, quel est le chemin déjà parcouru par notre instance de processus. C'est ce qu'on appellera l'état courant. D'accord ? Donc le premier ovale nous montre un ensemble vide. Ça veut dire que c'est le démarrage du processus, rien ne s'est encore passé. Le deuxième ovale montre l'état A. Donc ça veut dire que ce sont tous les processus qui ont exécuté l'étape A. Ensuite, nous avons deux transitions possibles. Soit après avoir exécuté A, le processus va exécuter la tâche D, soit la tâche B. Donc, pour tous les processus qui vont exécuter A, D, vont se retrouver dans l'état qui est représenté en haut de l'image. Toutes les instances de processus qui vont exécuter la tâche A, puis la tâche B, vont se retrouver dans l'état représenté par le ovale qui se trouve en bas de l'image. Et ainsi de suite. Ce qu'il faut voir, c'est que donc, tous nos processus, quand ils vont s'exécuter, vont passer par une succession d'états. Ensemble vide, puis A, puis AD, puis ADE. Pour chacun de ces états possibles, le système doit prendre des informations dites de performance, des méta-informations, comme par exemple le temps d'exécution total écoulé depuis le démarrage du cas, le temps restant jusqu'à la fin du cas, basé sur ce qu'on a observé dans les archives du moteur d'exécution, et puis quelques statistiques, donc l'écart type, faire des moyennes, récupérer la valeur minimum ou la valeur maximum. Tout un tas d'informations statistiques qui nous permettront ensuite de faire une prédiction. Comment faire une prédiction avec un système état-transition comme celui-ci? Admettons que je démarre un nouveau cas de mon processus. Je veux d'abord appliquer une sorte de classification. Donc, je vous rappelle, la classification, c'est quand on essaye de regrouper un élément avec quelque chose de connu. Donc, quand je démarre un nouveau processus, je me trouve dans un état vide, puisque j'ai encore rien fait dessus. Je vais faire une classification. Classification, c'est trouver tous les processus que j'ai vus passer dans mon système d'information qui ont été dans le même état. Donc, tous ceux qui ont commencé par l'état ensemble vide. Il se trouve que c'est l'ensemble des processus que j'ai dans ma base de données. Je vais pouvoir regarder les informations statistiques et à partir des informations statistiques faire une régression pour trouver une valeur numérique. Et la régression, c'est quelle va être la durée d'exécution de mon cas. Donc si on prend le premier ovale, puisque la première classification pour tous mes cas sont l'état vide, je vais pouvoir faire une régression sur les statistiques et dire qu'en moyenne, tous mes cas durent environ 80 minutes. Donc pour ce cas en cours, que je viens de démarrer, je pourrais donner comme prédiction, donc c'est un choix d'implémentation, que 80 minutes est une prédiction raisonnable pour mon nouveau cas, puisque en moyenne, tous mes autres cas ont duré 80 minutes. Une fois que mon cas va avancer, donc je vais exécuter les tâches A, puis admettons que j'exécute la tâche D, je vais me retrouver du coup dans l'état représenté en haut de mon image, l'état AD. Si j'essaie de faire la régression pour prédire le temps restant de mon processus, je vais regarder les méta-informations statistiques et voir qu'en moyenne, pour tous les processus qui ont suivi l'état A puis D, le temps restant d'exécution a été de 9 minutes. Donc je peux prédire que pour ce processus qui se trouve actuellement dans l'état AD, dans à peu près 9 minutes, il va se terminer. Voilà, voilà comment, à partir de du process mining, en transformant les logs d'exécution, en les enrichissant avec des statistiques de temps d'exécution, de temps passé, de moyenne, d'écart type, min-max, on peut construire un modèle qui cette fois-ci n'est plus mental puisque ce n'est pas dans ma tête, mais c'est
un modèle informatique que l'ordinateur a détecté lui-même. Voilà comment l'ordinateur sera capable de faire une régression pour trouver une valeur numérique, le temps d'exécution. Voilà. J'espère que ça vous donne un premier aperçu de comment le process mining fonctionne et comment le système d'information pourrait faire des prédictions sur la durée de vos cas. Les avantages du process mining, il y en a beaucoup. Les plus importants à noter, je dirais, sont que premièrement, pour un premier cas d'usage, il ne nécessite pas de maîtriser les informations sur les données métiers. La technique que je vais vous montrer, elle est purement basée sur les données de BPM et donc peut s'appliquer sur tous les métiers. Que le processus soit un processus bancaire, que ce soit un processus RH, que ce soit pour renouveler une carte d'identité ou pour construire une aile d'avion, tous les processus s'exécutent, toutes les informations générées sur les temps d'exécution ont le même schéma de données en base de données et donc sont exploitables par le process mining. J'espère vous avoir convaincu que le process mining était quelque chose de facile à comprendre et à interpréter, en tout cas à appréhender et à avoir un premier sentiment de comment il fonctionne et donc savoir si on peut faire confiance ou pas dans cette approche. Et il a un deuxième aspect très intéressant qui est que la prédiction peut aussi nous servir à recommander. Puisque en fonction de la prédiction, si on change juste une valeur, on peut refaire un calcul pour vérifier si en changeant un paramètre, la valeur serait meilleure, et si la valeur est meilleure, on peut suggérer de changer ce paramètre-là pour optimiser le temps d'exécution. Et pour ce qui nous intéresse plus particulièrement chez Bonitasoft, c'est que les cas d'usage sont multiples et on pourrait implémenter d'autres cas d'usage. Notamment la chance ou le risque de passer par une certaine étape critique dans votre processus, la chance qu'une personne soit impliquée dans un cas, ce qui permettrait éventuellement de prédire la charge de travail de certaines équipes, trouver un peu les goulets d'étranglement ou la surcharge. Ça peut être utilisé aussi pour faire de la détection de panne et d'autres cas d'usage encore très nombreux et variés. J'aimerais vous présenter maintenant la mise en œuvre. Je vous ai fait un peu tout cet aspect théorique et de compréhension du process mining et vous expliquer maintenant comment chez Bonitasoft nous l'avons mis en œuvre en suivant ce même processus de gestion de projet de data science en partant de la donnée jusqu'à un résultat, prédire une durée. Ce nouveau module qui met en jeu la data science, en français, c'est traduit par amélioration continue intelligente et qui est votre outil, sera votre outil, en tout cas l'outil proposé par Bonitasoft pour trouver la réponse à votre question. Dans notre premier cas d'usage, la question à laquelle on va répondre, c'est à quelle date va se terminer mon cas. Les données, on les connaît, ce sont les archives du BPM disponibles dans la base de données Bonita. Ensuite, ces données vont être extraites dans le nouveau module, qui en anglais s'écrit ICE. À partir de ces données extraites de Bonita, nous allons appliquer un modèle, celui du process mining. Et enfin, après validation croisée des données, va vous permettre de faire des prédictions sur les durées d'exécution de vos cas. D'un point de vue assez haut niveau, voici l'architecture de ce nouveau module qui sera proposé dans l'année 2018 par Bonitasoft. Sur la gauche, le moteur d'exécution de Bonita, avec sa base de données qui contient les informations sur les exécutions de vos processus. Ces données-là seront extraites, puis transformées de façon à être stockées dans un environnement de stockage spécialisé qui pourra être utilisé par le modèle de prédiction de process mining. Donc, ce module est un add-on, donc c'est un module complémentaire qui viendra se greffer à la plateforme Bonita, donc sur un déploiement indépendant, peu intrusif puisqu'il va extraire les données de la base de données et les stocker chez lui de façon à ne pas impacter l'exécution de la production. Et au-dessus de ce nouveau module, deux nouvelles applications seront mises à disposition. Une pour de la configuration, pour notamment configurer l'algo de machine learning et de process mining, et une deuxième de visualisation qui permettra aux operations managers, donc aux personnes responsables de l'opérationnel, de monitorer l'état de santé des cas
pour vérifier s'ils vont respecter ou pas les dates souhaitées de fin, les SLA, les respects des dates de jalon. Donc ça c'est l'architecture. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit d'un nouveau module complémentaire qui viendra se greffer sur l'existant de façon peu intrusive. Donc dans le cas d'usage que je vous ai parlé, le respect des délais, voici à quoi ressemble le module actuellement, qui est toujours en cours de développement. Voici ce qu'il va permettre de faire. La première chose, ça va être d'anticiper si une date butoir sera respectée ou pas. Savoir si un cas est déjà en retard. Et éventuellement avoir des suggestions sur des actions correctives pour vous permettre de ramener un cas qui est prédit en retard, donc un cas qui est prédit comme ne respectant pas sa date de fin souhaitée. Faire des suggestions sur comment agir pour essayer de ramener ce cas dans une situation favorable. Les captures d'écran que je vous montre sont des captures d'écran réelles du module dans son état actuel d'implémentation. Et sur la droite, il s'agit en fait d'une application web qu'on a designée responsive de façon à ce qu'elle s'affiche parfaitement sur mobile. L'objectif de ce nouveau module, je vous l'ai dit, c'est l'amélioration continue, dite intelligente de par le fait d'avoir introduit l'intelligence artificielle, donc le process mining, en tant que fonctionnalité clé de ce nouveau module. Et l'amélioration continue, c'est l'amélioration continue de vos processus. Nous le savons tous, chaque processus que nous mettons en œuvre, que nous mettons en place, que nous modélisons et implémentons, c'est quelque chose de vivant. Aujourd'hui, ce processus est adapté, demain, votre métier change, ou les contraintes changent, votre organisation change, votre processus doit évoluer avec lui. C'est là où ce module peut vous aider. Il va vous aider surtout à faire des prédictions face à un objectif précis. Vous voulez que vos processus s'exécutent en moins de 72 heures, par exemple, parce que vous avez des contraintes commerciales ou légales à respecter. La prédiction peut vous aider à identifier ceux qui risquent de déraper. On peut aussi vous faire des recommandations. Vous devriez réassigner telle tâche pour arriver à gagner du temps, des choses comme ça. Suite à votre action, vous pouvez faire soit court-termiste, ce qu'on appelle la boucle courte, à savoir réassigner une tâche tout de suite, simplifier un formulaire, remplacer un connecteur qui génère des erreurs, par exemple. Donc une action très court-termiste qui débloque une situation. Ou alors une action à plus long terme, qu'on appelle la boucle longue. Par exemple, améliorer votre processus. Changer la façon dont votre processus est modélisé, puisque de par sa modélisation, il engendre éventuellement des délais qui fait que vous avez du mal à tenir les dates de fin souhaitées. Vous avez d'autres informations dans la boucle longue. Vous pourriez changer l'IHM. Si par exemple vous avez des formulaires qui sont vraiment trop compliqués et que vos utilisateurs n'arrivent pas à renseigner correctement, ou alors vous détectez par là que vous avez certaines personnes dans votre équipe qui ne maîtrisent pas l'outil et du coup perdent du temps. Et du coup faire des formations à vos équipes peut aussi être une solution. Évidemment, une fois que vous avez mené votre action, vous voulez mesurer l'impact de cette action sur la réussite de vos objectifs et à partir de là, repartir sur une prédiction et itérer sur les améliorations successives. Voici donc la démarche dans laquelle ce nouveau module s'inscrit, cette démarche d'amélioration continue de vos projets basés sur des processus. Je vous remercie pour votre attention et je vais pouvoir répondre à vos nombreuses questions. Alors, on me demande est-ce que le nouveau module pourra prendre en compte des événements extérieurs qui, par nature, ne sont pas prédictifs? C'est une très bonne question. Dans le cas d'usage que nous venons d'implémenter sur la durée d'exécution, c'est tout le bénéfice de ce cas d'usage, c'est qu'on observe du temps, le temps qui passe. Et donc le temps qui passe, même si on ne sait pas toujours expliquer le pourquoi d'un événement extérieur qui fait que ce temps s'est écoulé, il est totalement observable au travers des informations du BPM. Voir qu'une tâche a pris 3 heures, qu'elle ait pris 3 heures parce que la personne ne savait pas faire la tâche, ou elle a pris 3 heures parce qu'elle a renversé son café sur son bureau et ça l'a ralenti, dans les faits, il s'est écoulé 3 heures. Donc le temps qui passe, c'est quelque chose d'observable de façon totalement indirecte, même si on ne comprend pas le pourquoi. Du coup, faire des prédictions de durée d'exécution, c'est quelque chose qui peut être fait même sans connaître tous les événements extérieurs. Donc oui, le nouveau module est capable de faire des prédictions sans maîtriser tous les événements extérieurs. Ce qui ne sera pas forcément vrai sur tous les cas d'usage, évidemment.
et ce qui ne pourra pas vous expliquer le pourquoi le délai, mais il pourra uniquement vous alerter de délais anormaux. On me demande aussi si ce nouveau module sera disponible dans la version alpha de la 7.7. Le nouveau module, en fait, donc comme il est un module externe, il n'est pas inclus dans la 7.7 alpha. Par contre, il suit le même cycle de release, ce qui veut dire qu'il sortira lui-même en version alpha en même temps que l'alpha de la 7.7. Donc pour toutes les personnes qui feraient partie du programme Alpha Tester chez Bonitasoft, oui, vous pourriez avoir accès à la version alpha de ce nouveau module pour l'utiliser. On me demande si le module aura une version community. Puisque c'est la première version de ce module, pour l'instant, nous n'avons que la version que l'on proposera en version souscription. Je ne sais pas dire si un jour il y aura une version community ou pas de ce module. Pour l'instant, la roadmap est plutôt orientée sur l'améliorer pour la version souscription. Alors, beaucoup de questions aujourd'hui, c'est super. On me demande combien de cas sont nécessaires ou suffisants pour avoir des prédictions fiables. C'est une très bonne question. C'est assez dépendant du processus et de sa complexité en fait. Puisqu'on fait une classification basée sur les chemins, il faut avoir observé chacun des chemins un certain nombre de fois. Le certain nombre de fois va plutôt être de l'ordre de la dizaine ou la vingtaine d'exécutions. Donc si on a un processus avec 5 chemins et qu'on veut les avoir observés au moins 20 fois, il faut une centaine d'exécutions du cas. Si on a un processus avec 150 chemins, ce qui commence à être un processus très compliqué et qui potentiellement du coup on peut se poser la question de s'il ne fallait pas le redécouper, mais admettons qu'on ait 150 chemins et qu'on veut les voir 20 fois, on est sur 3000 exécutions. Voilà, c'est à peu près la démarche qu'il faut comprendre sur combien de cas sont nécessaires pour avoir un algorithme pertinent. Voilà, on me demande est-ce que ici sera extensible pour y inclure des exemples. Alors je refais. Est-ce que ici sera extensible pour y inclure par exemple des données métiers éventuellement externes. L'extensibilité, j'ai envie de dire que c'est la marque de fabrique chez Bonitasoft. Oui, c'est quelque chose qu'on prévoit de faire. Au même titre que pour Bonita, on a des points d'extension puisqu'on est conscient que le produit générique que nous implémentons et que nous livrons à nos clients ne répond qu'à 80% des cas d'usage de tout le monde. Et que du coup, pour les 20% restants, il faut prévoir les points d'extension de façon à ce que vous soyez en mesure d'implémenter les cas qui vous intéressent. Donc aujourd'hui, comme on est sur la première version, les points d'extension sont assez limités, pour être honnête, mais dans la démarche, on vise le même niveau d'extensibilité que ce qu'on peut faire sur Bonita, puisqu'encore une fois, c'est un peu notre marque de fabrique chez Bonitasoft, prévoir les points d'extension de façon à ce que vous ne soyez pas bloqué pour implémenter vos cas d'usage. Je vous propose de prendre la dernière question. Voilà, une dernière question qu'on me dit. Nous modifions souvent nos processus pour l'amélioration. Du coup, on n'aura pas les mêmes stats pour les différentes versions de processus. Est-ce que les stats seront consolidées? C'est une très bonne question et oui, dans la première version que nous sortons cette année, nous avons fait en sorte de consolider les informations de toutes les versions d'un même processus. Et donc ne pas considérer chaque processus comme des jeux de données différents, mais qu'un processus en V1 ou en V2, on va agréger les données. Alors, il y a du pour et du contre. C'est là où le point de configuration va être important pour vous. C'est que si vous faites une V1 puis une V2, dans lesquelles il y a très peu de modifications, il faut absolument considérer ces deux processus-là comme un seul et consolider les informations. Par contre, si entre une V1 et une V2 ou une V5 par exemple, le processus a complètement changé et uniquement le nom reste commun, il faudrait ne pas consolider les informations puisque ça va fausser les statistiques. Donc là, c'est vraiment la connaissance de vos processus et de votre métier qui vont pouvoir nous aider à définir s'il faut consolider les informations de deux versions différentes ou au contraire les isoler. Et donc ça, c'est quelque chose que vous devrez faire lors de la configuration du module pour vous assurer d'obtenir des résultats pertinents.
Voilà, je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt et vos questions. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, venir sur la communauté ou sur le site web de Bonitasoft. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées pour les alpha ou bêta programmes, pour pouvoir tester les modules en avance et nous faire retour, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à vous et bonne fin de journée.